Petit bourgeois des colonies. Robbie, il faut absolument nous acheter cette voiture. Il faut, c'est vite dit. L'ennui, c'est que je ne puis demander un prêt à la banque. Et pour quelle raison, s'il te plaît? Pour la simple raison que je leur ai déjà emprunté 1 million pour l'achat de notre villa en Europe. Ils ne voudront pas me consentir le moindre supplément. Et moi qui croyais que les banques sont faites pour avancer des fonds à ceux qui en ont besoin. Cette conversation instructive se déroulait à la terrasse du cercle de B+, où Robert Larmeur, petit fonctionnaire au service du cadastre, nouvellement arrivé au chef-lieu de la province, venait se montrer tous les soirs en compagnie de son épouse. Robbie, ainsi que l'appelait sa femme, n'était qu'un de ces petits médiocres imbus d'eux-mêmes que des appuis politiques avaient tirés d'un bureau poussiéreux du Luxembourg pour l'envoyer dans un autre bureau aussi poussiéreux que le précédent, mais situé au cœur de l'Afrique. Il y travaillait moins, était revêtu d'un grade plus élevé et bénéficiait d'un traitement plus substantiel. Il y jouissait surtout du prestige incomparable du colonisateur blanc sur le troupeau ignare des indigènes, voire sur beaucoup de petits Européens d'un grade inférieur au sien, et de tous ceux qui ne faisaient pas partie des services de Boulamatari. L'armeur était sincèrement convaincu de sa supériorité sur tous les autres, même sur ceux qui se présentaient comme ses chefs hiérarchiques, mais dont l'intelligence et le sens de la réussite ou de l'intrigue n'était pas comparable à ses qualités personnelles dont il se croyait abondamment pourvu. Pour démontrer cela, Robbie cherchait à briller, à étonner, plus particulièrement dans l'organisation matérielle de ses loisirs. Il était puissamment épaulé dans cette tâche absorbante qui requérait une attention de tous les instants par son épouse, née Ernestine Lecoche, Ernie pour les intimes, célèbre dans tous les milieux pour sa bêtise monumentale et l'administration sans borne qu'elle portait à son grand homme de mari. La vulgarité et le manque de culture d'Ernie Larmeur étaient largement compensés par un aplomb invraisemblable qui lui permettait de se sentir à son aise là où un gouverneur de province eût marché sur la pointe des pieds avec le petit doigt à la couture du pantalon. Une particularité d'Ernie, ses toilettes. Se croyant irrésistible, bien que pourvue de traits tout à fait quelconques et d'une très petite taille, elle s'habillait comme une petite fille, avec une jupe s'arrêtant au ras des fesses qu'elle avait bien ronde, moulée dans des slips de soie dont chacun s'amusait à deviner la couleur. À l'étape supérieure, c'était encore mieux. Des corsages extrêmement cintrés et largement échancrés mettaient en valeur une poitrine un peu forte, d'un blanc laiteux, qui avait le don de fasciner la plupart des mâles jeunes ou pervers. Ce couple dont la présence faisait sensation, partout où il se produisait, fréquentait assidûment le cercle, haut lieu du monde, beau, où se côtoyaient, après le service, les fonctionnaires fervents de tennis, de natation et de papotage mondain. En principe, les barrières sociales y était supprimé, un simple rédacteur pouvant y aborder pour discuter librement un commissaire de district ou un directeur provincial. Les Larmeurs usaient et abusaient de cette faculté jusqu'à en devenir lassants. Mais ils ne semblaient pas remarquer la froideur que certains fonctionnaires leur manifestaient, pas plus qu'ils ne paraissaient comprendre les allusions blessantes visant les petits fonctionnaires. La plaisanterie dont chacun jouissait à balancer à leur sujet et qui égratignait cruellement, bien qu'elle n'en sût rien, la vanité démesurée d'Ernie eût semblé assez lourde et même franchement grossière à une oreille délicate. Pourtant, elle dépeignait avec une admirable précision les multiples faux pas de la jeune dame. Ernie Larmeur cherche toujours à péter plus haut que le trou de son cul. Et comme ses fesses et son visage se trouvent placés à peu près à la même altitude, ça lui sort par la bouche. Ce soir-là, les Larmeurs avaient décidé de se payer une voiture à crédit. Pas de pick-up ou de camionnette, mais une vraie conduite intérieure convenant à des personnes de leur rang qui avaient une place à tenir dans la société locale. Dans leur désir de paraître, de surclasser leurs relations, ils n'hésitaient donc pas à s'endetter davantage. Un beau jour, le beau bateau en provenance de L abandonna sur le quai une frégate, flambant neuve, à la ligne attrayante et au chrome agressif. C'était la nouvelle voiture des Larmeurs qui n'eurent désormais d'autre ambition que de montrer partout leur récente acquisition.
On avait eu soin de placer un gros coussin sur le siège avant, près de celui du chauffeur, afin que Madame Larmeur fût visible et pût se faire admirer de tous. Hélas, elle se mit alors en tête d'apprendre à conduire ce petit bolide rutilant. Or, s'il suffisait de déplacer le coussin, il ne fut pas possible d'allonger les pédales. Pas plus qu'il n'était concevable d'étirer les jambes d'Ernie qu'elle avait fort bien faites, mais trop courtes. L'accident se produisit au moment où Madame Larmeur, cramponnée au volant, voulut se redresser pour mieux voir au-delà du capot de la voiture. Elle pesa ainsi inconsciemment de tout son poids sur l'accélérateur et le véhicule fit un bond en avant pour aller mourir contre le tronc d'un palmier. On retira de la carrosserie, transformée en accordéon, une Ernie hébétée par le choc, légèrement contusionnée, mais apparemment indemne, malgré une assez grosse bosse au front, un peu au-dessus de l'œil droit. Son mari n'étant pas présent lors de l'accident, ce furent les passants, blancs et noirs, témoins impuissants du drame qui lui vinrent en aide. Les uns et les autres en profitèrent largement pour explorer à pleine main les parties de son anatomie qu'elle donnait si généreusement à voir, mais que personne n'avait encore eu le bonheur de palper. C'est un doigt un peu trop téméraire qui la fit sortir de sa torpeur pour gifler à toute volée l'audacieux. Se rendant compte après coup qu'il s'agissait du premier substitut du parquet, Madame Larmeur se confondit en excuses. Pour peu elle aurait replacé la main baladeuse là où elle venait de la déloger si impulsivement. « Ce n'est rien, madame, tout le plaisir aura été pour moi », lui répondit le magistrat en se frottant la joue. La frégate était tout juste bonne pour la ferraille, irréparable. Les Larmeurs prirent l'affaire avec philosophie, assurant leurs amis qu'ils en rachèteraient une autre le mois prochain. Entre-temps, un cercle hippique avait ouvert ses portes dans une ancienne plantation des environs. Le nouveau commissaire de police, autrefois maréchal des logis de gendarmerie, était un fervent de l'équitation. Il en fut le principal promoteur et animateur. Bientôt, tous les hauts fonctionnaires adoptaient ce nouveau passe-temps, taillé à la mesure des personnes d'un certain standing, d'autant plus que cette fantaisie s'avérait trop coûteuse. Location du cheval, contribution aux frais d'aménagement et d'entretien des installations, paiement du personnel. Ce n'étaient pas des loisirs à la portée de toutes les bourses, mais les Larmeurs ne furent pas les derniers à s'y inscrire, après avoir remarqué que toute la haute société coloniale en faisait partie. Si Ernie n'osa jamais se jucher sur le dos d'un de ces animaux fougueux, vis-à-vis desquels elle éprouvait une sorte de crainte instinctive, son mari, par contre, était décidé à briller dans ce nouveau sport. Le pauvre avait pourtant peu de dispositions naturelles pour faire un cavalier acceptable. Il était raide, crispé, maladroit et restait accroché au pommeau de la selle après sa 12e leçon, avec moins d'assurance qu'un bambin sur un cheval à bascule. C'était le premier jour de sortie des apprentis cow-boys, après de fastidieux exercices de manège pendant lesquels il tournait mécaniquement sous l'œil attentif du directeur du cercle. On avait choisi un parcours facile, peu accidenté, qui permettrait à toute la ville d'apprécier au passage les prouesses des membres de la colonie européenne. Sur l'itinéraire abondamment pavoisé et marqué de banderoles multicolores, jalonné de flèches et d'indications incompréhensibles aux non-initiés, les autochtones s'étaient massés, curieux de voir les Blancs chevaucher ces animaux farouches, poussant parfois des cris à ses voisins du barrissement de l'éléphant. À certains endroits sous les arbres, on avait installé des sièges pour les dames qui, dans des toilettes extravagantes, se faisaient admirer et désirer. Ernie trônait au premier rang, entre l'épouse d'un chef de bureau et celle du directeur de la clinique. Pour la circonstance, elle avait revêtu une robe de plage, fort déshabillée et violemment bariolée. Quand la troupe de cavaliers approcha, se suivant à la file, un mouvement de curiosité agita la foule. Le premier qui se présente devant les dames, il s'agissait du jeune magistrat dont Ernie avait fait la connaissance dans des circonstances assez particulières, fit faire une sorte de révérence à sa monture avant de se découvrir courtoisement. Tous les autres qui suivirent saluèrent de même avec plus ou moins d'aisance. L'armeur qui venait en queue eut à peine le temps d'esquisser un geste vers sa bombe d'Ernie, bondissant sur ses pieds,
se mettait à applaudir en criant d'une voix perçante « Robbie! Bravo, Robbie !» Oh, sans doute le cheval, inaccoutumé à ces bruyantes manifestations de joie, prit-il subitement peur, car il fit un écart et se mit à ruer. L'armeur, lancé comme un sac de riz par-dessus l'encolure de l'animal, fit un magnifique saut périlleux avant de retomber lourdement sur le sol, aux pieds des dames horrifiées. Il fallut le transporter de toute urgence à la clinique où le médecin diagnostiqua un déplacement des vertèbres. Notre Robbie en sortit au bout de 2 semaines, enroulé dans un rigide corselet de plâtre dont il ne fut débarrassé qu'après plusieurs mois. Il en garda une certaine raideur dans la démarche. En raison de l'état de son mari, Madame Larmeur se vit ainsi freinée dans sa course aux mondanités. Le couple tenait pourtant à rester à l'avant-scène de l'actualité sans sortir de chez soi. Comment s'y prendre autrement qu'en organisant des réceptions? Par malheur, il faut pour recevoir disposer d'une résidence répondant à plusieurs critères: vaste living, terrasse spacieuse et piscine. N'ayant rien de tout cela dans la modeste habitation qui leur avait été imposée par l'administration, Ernie se mit en tête de déménager. Encore fallait-il obtenir une habitation pourvue d'une piscine privée, ce qui n'était pas tellement courant au chef-lieu. Mais la petite Madame Larmeur se mit en chasse, questionnant ses amis, faisant jouer ses relations pour savoir à quelle porte il convenait de frapper. « C'est très facile », lui assura une de ses bonnes copines. « Tu vas voir le comptable du district, monsieur Pirmez. C'est lui qui décide des attributions de maison pour le personnel de l'administration. » « Oh, le petit Pirmez !» s'exclama l'intrépide jeune femme. « Je le connais de réputation. N'est-ce pas ce dégoûtant bonhomme qui... » « Voilà, c'est bien lui. Et comme tu le fais très justement remarquer, il est très entreprenant avec les dames. Tu devras prendre tes précautions si tu tiens à le rencontrer et à en obtenir quelque chose. Si tu t'imagines, ma chère, que je suis de celles qui se laissent tripoter par un minable malpropre de son genre. » Dès le lendemain matin, Madame Larmeur se rendit chez le comptable. Il venait de rentrer chez lui pour prendre son petit déjeuner. Elle n'hésita pas à le suivre jusque-là. Quand il aperçut Ernie, l'homme se précipita, empressé à la débarrasser de son chapeau de paille. Il insista pour l'installer sur une sorte de divan très bas qui plaçait la visiteuse dans une position à moitié accroupie, les jambes hautement découvertes, les genoux venant presque à hauteur du menton. Bien que confortablement calée par des coussins moelleux, la petite imprudente se présenta et elle offrait au comptable une large vue panoramique de ses cuisses dodues et de son slip en satin bouton d'or. Elle ne fit cependant rien pour dissimuler une partie de ses trésors, estimant qu'une femme de caractère doit utiliser toutes ses armes pour arriver à ses fins. Elle pensait ainsi pouvoir appâter le comptable en lui montrant beaucoup pour ne lui accorder que très peu. Elle fonça droit au but, sans perdre de temps, exposant sans détour l'objet de sa visite, faisant part, sans le moindre embarras de ses exigences précises, dimensions et situation de la maison, nombre de pièces, aménagements intérieurs et extérieurs, piscine. Elle insista particulièrement sur ce détail. « Mais comment donc, ma chère petite dame, ne suis-je pas là pour vous aider? Je ne demande qu'à vous être agréable, n'en doutez pas. » Le comptable se leva et vint se laisser tomber à ses côtés sur le divan, se mettant à lui pétrir la main qu'il avait prise d'autorité dans les siennes. Cette occupation ne l'empêchait pas de loucher grossièrement dans le corsage, largement accessible à un regard inquisiteur. Insensiblement, il se rapprocha d'elle, lui glissant sournoisement une main derrière le dos. Ernie Larmeur, fermement décidé à ne pas le laisser aller trop loin, ne fit cependant rien pour retarder cette progression insidieuse. Elle se cambra au contraire, comme pour permettre à la main et au bras tout entier de mieux lui enlacer les épaules. Puis, brusquement, ayant réalisé qu'elle se trouvait inexplicablement enfermée dans les bras de Pirmez, elle eut un sursaut d'indignation. « Mais, monsieur le comptable, il me semble que vous prenez bien des libertés avec ma personne. Je suis une honnête femme, ne l'oubliez pas. Je disais donc à propos de cette piscine. Oui, la piscine, très chère. Mais pour le moment, parlons un peu d'autre chose, si tu veux bien. »
Pirmez avait abandonné la main d'Ernie et commençait à lui agacer les genoux du bout des doigts, remontant insensiblement, inexorablement, plus haut. « Tu le connais, dit mon chou, le jeu de la petite bête qui monte, qui monte. »« Oui. »« Non, monsieur le comptable, ma piscine, non, arrêtez. » Il était bien tard pour résister alors qu'elle se trouvait déjà à moitié engourdie par la voix ronronnante de ce Casanova des faubourgs, frémissante sous ses caresses de plus en plus précises. Madame Larmeur eut sa piscine et sa villa avec un living de 9,55 mètres sur 6. Le couple Larmeur ne profita pourtant pas longtemps de cette situation. Les troubles n'allèrent pas tarder à éclater dans différentes agglomérations, prélude à une insurrection plus violente qui devait précipiter la chute du régime colonial. Je n'ai jamais revu les Larmeur. Que sont-ils devenus ?